deuxième aurait pu être là, leur Murat. Donc, mais elle est indisponible. Elle est aux États-Unis pour finir son mandat de professeur à Los Angeles. Et puis après, elle prendra sa retraite dans l'Aude, à Fajac, où elle continuera à écrire des livres. Donc, merci d'abord d'être aussi nombreuses et nombreux pour vous présenter cette petite collection qui a en fait un lien étrange, pas seulement de couleur, avec ce festival. Alors là, il va falloir faire quelque chose, parce que si on est trop là, je suis désolé madame, hein. Peut-être qu'il faut abandonner le micro. Je suis branché, monsieur. C'est pas moi qui ai acheté le micro, hein. Il y a des preuves. Là, on entend très bien. Donc, oui, ici, parfait. Les bancs là. On déménage? si on déménage, c'est maintenant. Hein. Non, mais parce que là-bas, vous n'entendrez pas mieux. Non. Il n'y a rien à faire ici. Non, ça ne changera rien. Moi, je ne suis pas... Je vais enchaîner, mais je voulais un peu de silence. Bien, donc, rebonjour à toutes et à tous. J'ai la joie de vous présenter Léonore de Récondo, Pierre Saint-Garavelou et Maëlys de Kerangal, tous trois auteurs avec leur Murat, qui s'excusent de ne pas pouvoir être là, de cette nouvelle collection publiée chez Verdier, qui a un lien, donc je le disais, je dirais de cousinage, un lien chromatique aussi, on l'a dit, le jaune, couleur de la trahison, mais qui est aussi la couleur de l'infamie, mais aussi peut-être du soleil, tout simplement, puisque ces livres sont liés à des rencontres littéraires qui existent depuis 31 ans maintenant, les rencontres de Lagrasse, les banquets du livre de Lagrasse, que certaines et certains d'entre vous connaissent peut-être. Et d'une certaine façon, c'est un peu un clin d'œil, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans un festival qui voit le jour. C'est la 2e année, et nous sommes heureux, grâce à ce parrain qui est Grégoire Kaufmann, qu'il se déploie cette année encore plus, et je remercie Virginie Lapère pour son invitation, ainsi que Grégoire, puisque d'une certaine façon, vous voyez ce que 30 ans après, un festival peut donner, c'est-à-dire une création littéraire spécifique, puisque en fait, ces livres, petits livres, sont des conférences données à la Grâce ces dernières années, puisque la Grâce, ce banquet du livre, créé par la maison Verdier donc en 95, s'est transformé pour justement traverser les générations en un centre culturel de rencontre. Alors c'est vrai que les temps ne sont pas forcément au financement de la culture dans les régions les plus reculées, n'est-ce pas, surtout quand le RN, ce qui est le cas dans l'Aude, a quasiment pris toutes les positions qui vont permettre d'abattre les subventions, et d'autant que ce centre culturel dans l'abbaye de la Grâce partage le terrain avec un ordre de chanoines traditionalistes, les chanoines de la Mère de Dieu, qui sont des Augustins et qui sont tout à fait liés, si j'ose dire, à ce qui nous arrive, c'est-à-dire une grande reculade culturelle, intellectuelle, au nom de la peur et de la croyance apocalyptique qui agite une partie des âmes de la société. Mais effectivement, force est de constater que c'est un des bastions de ce qui est en train de devenir effectivement la reconquête imaginaire d'un pays par les formes les plus régressives de l'idéologie. Je tiens à préciser d'ailleurs que ces chanoines ont investi le terrain littéraire il y a quelques années via la maison Fayard et un éditeur qui s'appelle Nicolas Dia, dont vous avez peut-être entendu parler récemment, et qui avait publié un recueil, 3 jours, 3 nuits, de 14 auteurs, dont Boilem Sansal, Sylvain Tesson, toutes personnes qui en apparence sont tout à fait ouverts sur le monde, et sur les hauts sommets des montagnes,
mais qui peuvent aussi nous précipiter dans l'abîme. Donc, ça c'était pour quelques mots d'introduction. Et donc ces conférences, j'ai l'honneur d'avoir organisé pendant quelques années ces banquets du livre, et la Maison Verdier m'a proposé de transfigurer en quelque sorte ce qui existait déjà, puisque la Maison Verdier régulièrement avait extrait depuis 30 ans de ces banquets un certain nombre de livres. Je les égrenerai pas tous, mais l'idée c'était de le matérialiser sous la forme d'un label, les arts de lire, puisque ce centre culturel de rencontre est dédié à l'art de lire. Donc ce que je vais demander à Léonore et Pierre, avant Maëlys, puisque ce sont des conférences qui ont été prononcées dans les 3 dernières années, 2023-2024, de nous expliquer en quoi l'art de lire peut devenir une manière d'écrire, puisqu'au fond, ces conférences ont d'abord été écrites comme des vraies conférences, commandées explicitement dans une thématique liée, par exemple, je parle de Laure Murat puisqu'elle n'est pas là, à la réflexion autour de la cancel culture. Et vous savez que ce livre, Toutes les époques sont dégueulasses, qui est une citation d'Antonin Artaud, a reçu, on peut dire, un accueil favorable. Donc, je vous le recommande par ailleurs. Donc, il n'y a pas de règle dans cette collection. Toutes les époques sont dégueulasses sont consacrées justement aux ambiguïtés commerciales et économiques de la réécriture et de la cancellation des textes. Mais je vais commencer peut-être par Léonore, puisque Léonore, en plus là c'est vraiment une histoire très personnelle qui est abordée dans Goya de père en fille, une conférence de août 2023, et qui est associée non seulement à ton histoire personnelle, mais aussi à l'histoire de ton chemin d'écriture vers d'autres livres, et y compris, vous voyez qu'on fait bien les choses d'une à la page, Maëlys signait son dernier roman avant cette conférence, et Léonore signera son prochain roman après cette rencontre. Vous voyez, on est dans une symétrie absolument parfaite, ce qui ne nous empêche pas d'acquérir, bien entendu, dans l'intervalle, ces petits livres jaunes. Voilà. Donc Léonore, ma chère Léonore, Goya de père en fille. Donc, oui, c'était la question que j'avais envie de vous poser à tous les trois, c'est comment pour vous interprétez ou vous ressentez l'art de lire, n'est-ce pas, en une façon d'être un chemin d'écriture ou une manière d'écrire, puisque toute la question est ce passage, pas seulement de l'oral à l'écrit, une conférence devenue un livre, mais aussi comment la lecture, évidemment, est déjà une écriture, pas simplement par la réception des livres, mais aussi des histoires qu'on y agite, que ce soit de la fiction, de l'autofiction, ou de même de l'histoire personnelle, je ne sais pas comment Grégoire appelle ça, le récit des siens, non. Écrire l'histoire des siens, voilà. Catégorie englobante qui permet, je peux même dire que la Bible, c'est une façon d'écrire l'histoire des siens. C'est l'art de Jessé, Jésus, c'est une généalogie. On viendra évidemment avec Maëlys sur son texte sur le roman, et Pierre, qui lui est un écrivain d'un certain genre, c'est-à-dire qu'il est historien, il nous donne un essai autobiographique. Ou plutôt sa vie se confond avec l'histoire du monde, ce qui est... Alors Léonore, Goya de père en fille, genèse, déploiement, dispersion. Dispersion, tout ça en 4 minutes. Non, ce que je trouvais assez intéressant dans cet exercice de la conférence, qui est assez peu donné aux auteurs de fiction. On n'a pas vraiment l'habitude d'écrire des conférences. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on nous demande la plupart du temps quand on va dans des festivals littéraires. C'est plutôt pour parler de nos derniers romans. Et enfin, il n'y a rien d'écrit. Donc moi, quand je participe au banquet du livre, en 2023, je crois, le thème était les générations, parce que quand même aussi nos livres, ces conférences sont empreintes du thème qui était donné à chaque année. Donc on est libre d'écrire ce qu'on veut, mais quand même dans le cadre du thème, de la thématique annuelle du banquet du livre. Donc moi, ça s'inscrivait dans un thème qui était les générations au pluriel, et donc j'ai écrit ce texte, Goya de père en fille, qui raconte en gros comment le traumatisme familial de l'exil, donc moi de ma famille paternelle,
l'exil républicain espagnol dans les années 30, comment il m'a été transmis à travers l'art, c'est-à-dire que mon père mon père né en 1932, ils vont fuir tout de suite l'Espagne en 1936, toute la famille, mon père va devenir peintre, il me parle de cet exil, il m'en parle, il n'y a pas de tabou, mais assez peu, et c'est quelque chose qu'il va vivre dans son art. Et moi, toute petite fille, ce qui m'intéresse, avant même de pouvoir mettre tout à fait des mots dessus, j'ai une obsession avec un livre, qui est un livre de reproduction des gravures de Goya, de sa série des désastres de la guerre, donc, qui vient, Goya, donc, en 1815, il y a l'invasion napoléonienne, et il va faire un peu en résistance pour lui-même, parce que de son vivant, il n'y aura pas de parution de ces gravures. Une série exceptionnelle sur la résistance qu'il va y avoir à Saragosse et Madrid autour de cette invasion. Ce sont des gravures extrêmement dures, qui sont peut-être les premières un peu documentaires sur ce que c'est qu'une guerre en noir et blanc. Enfin, on peut y voir les futures photos de la guerre d'Espagne, de Capa ou de Gardataro. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et moi, voilà, je ne sais pas lire, mais je regarde de manière compulsive cette série-là, et pas les autres de Goya, celle-là. Et donc, quand l'équipe du banquet du livre me propose d'écrire sur les générations, je me pose la question de comment est transmis dans une famille un traumatisme d'exil. Et donc je le fais... c'est vrai qu'une conférence d'1 heure, c'est quand même assez long, donc ça nous oblige à creuser un peu, parce qu'il faut tenir quand même bon pendant cette heure-là. Il y a aussi, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'arrivais au bout de 28, 29 ans de banquet du livre, donc avec énormément de conférences et avec une certaine pression, je dois dire, des années précédentes, et de quand même aussi tenir le niveau. Et donc cet exercice de la conférence, je l'ai trouvé très intéressant, parce que ça m'a obligé à réfléchir un peu autrement sur une forme à la fois courte et quand même assez longue, et de produire un texte qui allait se dire et pas se lire. Donc après, l'exercice est à nouveau muté quand l'année suivante, Yann décide, je trouve que c'est formidable, parce que pour nous-mêmes, ça nous fait une trace, parce que finalement, de ces conférences où on a mis du temps, on n'avait pas de trace sauf un enregistrement, mais je pense que nous tous, on a dû réécrire à nouveau cette conférence pour qu'elle soit lisible et plus seulement audible. Donc c'est finalement, pour moi, ça a été un exercice au long cours, parce qu'il y a eu peut-être 1 an ou 2 entre le moment où j'ai relu cette conférence et que je l'ai retravaillée. Et je trouve que c'est bien, parce que c'est des livres qui se lisent rapidement, et en même temps, on a, je pense, chacun eu le temps de la réflexion pour les écrire, pour les dire, et puis pour les écrire pour qu'ils soient lus. Alors, j'ai mal fait mon travail, parce que j'ai oublié de présenter d'abord qui c'est quelqu'une qui a plusieurs cordes à son archet, puisque dans ce livre, vous comprendrez aussi, comme quoi toute écriture est une écriture de soi, la genèse de ce qui fut son premier art, c'est-à-dire, et qu'il reste d'ailleurs, puisque Léonore est une grande violoniste, et c'est justement son père à qui elle réclame un violon à l'âge de 4 ans, au moment justement de cette redécouverte de Goya. Je vous laisse évidemment lire la suite, et aussi la manière dont ça fait interférence avec l'histoire familiale, le moment de l'exil. Léonore ensuite est devenue romancière à part entière dans les années, mettons la fin des années 90, non même pas. 2010, non, dans les années 2010. Quoi. Mais oui, c'est vrai. Le temps passe tellement vite. Ça fait déjà 15 ans. Et tu avais déjà d'ailleurs écrit sur ton père avec Manifesto au moment de sa mort. Puis tu as fait plusieurs livres, dont le dernier, Marcher dans tes pas, et en quelque sorte aussi, non pas le prolongement, mais qui est en fait écrit en parallèle de cette conférence. Oui, je l'écris après Marcher dans tes pas, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est en écrivant ce Goya de père en fille
que je m'aperçois qu'une loi a été promulguée en Espagne, qui s'appelle la loi de la mémoire démocratique, et qui permet aux enfants et aux petits-enfants de parents ayant été déchus de leur nationalité ou l'ayant perdu au moment de l'exil, donc ce qui est le cas de ma famille, mon père est resté apatride de 40 ans, de la récupérer. Donc c'est vraiment, je découvre ça puis en début 2023, et Marcher dans tes pas, c'est l'histoire de cette démarche et de comment je me pose la question de l'identité, et je me demande si l'identité c'est la nationalité. Donc c'est vrai que Goya de Père en Fille est une sorte de le début du chemin qui va ensuite, que je vais parcourir, et toute l'histoire de cet exil familial va me revenir à la figure. Enfin, en tout cas, c'est moi qui vais être obligée de me positionner par rapport à cette histoire républicaine et de comment, qu'est-ce que j'en fais, en fait. Donc c'est, en effet, c'est au moment de l'écriture de Goya que je comprends qu'une loi existe me permettant d'obtenir cette nationalité. Et ce qui va donc devenir un autre livre, en sachant que celui-là, qui est sorti en même temps, c'était ton souhait, ce qui était un choix intéressant, parce qu'il y a justement, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais moi il y a quelque chose qui m'a fondamentalement touché, et je pense que c'est une très, très belle façon de aussi penser l'histoire, puisqu'on va passer la parole bientôt à Pierre, qui est historien, parce que dans ce livre, c'est vraiment aussi un livre sur l'écriture de l'histoire, comme mémoire incorporée et refoulée. Il y a cette scène fondamentale du jour de l'exil de ton père, Félix de Récondo, donc, qui n'a que 4 ans, et là tout d'un coup, on voit cette question aussi de cette fascination, plutôt ce hasard nécessaire, où c'est à 4 ans aussi que tu découvres les malheurs de la guerre de Goya, et c'est lui à 4 ans qu'il a vu le 18 août 1936 précipitamment laisser le gâteau, le riz au lait, que sa mère lui avait préparé, le gâteau au riz au lait. Non mais il précise, voilà. Or il se trouve, mais j'en dirai pas plus, c'est pour vous donner envie de lire le livre, que ce jour-là, mais Félix de Récondo ne pouvait pas le savoir, beaucoup plus tard il en fera une source d'inspiration pour son œuvre, c'est le jour donc où Federico Garcia Lorca, le 18 août 1936, a été assassiné. Et évidemment, voilà, c'est ce jeu qui fait de nous, historiens, et là je me permets de me rapprocher de mon camarade, aussi une forme, non pas d'écriture, mais parfois de désécriture de la chronologie, du temps, des dates, qui s'impose à nous, qui nous, quelque part nous parle, ou parle à notre place. Pourquoi ces concordances de dates, pourquoi ces concordances de mémoire? Et donc Pierre, toi, dans ce livre qui alors vient de sortir, hein, puisque le livre de Léonore est sorti donc en août dernier, donc c'est maintenant, celui de Laure en mai dernier, donc ça fait pile 1 an que la collection existe, et ce livre de Pierre est sorti le 7 mai, comme celui de Maurice, et c'est une conférence donc, de 2024, et là aussi, comment finalement tu as pu recevoir le mot est vilain, cette commande de conférence, et en même temps avec cette idée qu'elle s'ouvre sur autre chose. Donc Pierre, je le présente quand même rapidement, Pierre est donc, vous avez possiblement le même âge tous les deux, à 1 an près, et Pierre est historien, il est même professeur à la Sorbonne, et c'est un des grands spécialistes de l'histoire globale, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il a aussi publié un magnifique collectif au Seuil qui s'appelle Colonisation au pluriel, virgule, notre histoire, hein, qui sort en poche d'ailleurs, je crois, prochainement. Il est sorti, très bien. Donc Pierre n'est pas écrivain, mais il écrit beaucoup, et il est un peu plus qu'écrivant, pour reprendre cette mauvaise séparation que Roland Barthes voulait faire entre l'écrivain et l'écrivain. Donc comment tu as abordé justement cette façon
d'intervenir dans un bouquet qui est très littéraire et philosophique. Il faut voir l'ambiance à la Grasse. C'est un peu... vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est plus cool, on est plus en horizontalité, vous voyez. À la Grasse, c'est un peu plus... non? D'ailleurs, tu l'as dit. Oui, oui. Voilà. Oui, c'est plus cool pour l'instant. Voilà. Sauf qu'au début, soyons prudents, voilà, modestes. En effet, Léonore l'a très bien dit, c'est pas une conférence comme les autres, cette conférence de la Grasse. Et en fait, lorsque Yann Gotin, ici présent, m'a proposé d'intervenir, il m'a tout simplement dit quelque chose d'assez déstabilisant pour moi, ne fais pas comme d'habitude. C'est vrai. Alors, je dois dire, c'était au téléphone. C'était au téléphone. Je dois dire qu'on ne m'a jamais dit ça dans ma vie professionnelle. Et donc ça a été pour moi évidemment un questionnement qui m'a habité plusieurs mois avant cette fameuse conférence de la Grasse, et qui m'a poussé précisément à davantage d'introspection. C'est-à-dire ce retour sur soi, qui en fait doit être une évidence pour le chercheur en sciences sociales, pour l'historienne, l'historien, et qui en fait ne l'est pas tant que cela. C'est ce qu'on appelle la réflexivité, dire d'où on parle. Bon. Et en fait, les chercheurs ne le font pas tant que ça. C'est-à-dire revenir sur son parcours biographique, ce qu'on appelle ses origines, et notamment ses lectures. Alors ses premières lectures, y compris à Contis, hier soir, on a redécouvert Tchoupi et Petit Ours Brun. Je précise qu'Auguste est le fils de Pierre Saint-Garavello. Et de Claire. Oui, de Claire aussi. Et donc, j'en profite pour remercier en fait nos hôtes de Contis, Jean-Paul et Corinne, ici présents, et qui nous ont accueillis dans leur maison avec leur collection formidable de Tchoupi et Petit Ours Brun, de leurs 4 petits-enfants. Et tout ça pour vous dire que dans ce livre, en remontant au-delà des grandes autorités, des grandes œuvres qui ont pu m'influencer, moi et tous les autres chercheurs de mon domaine, donc parce qu'il s'agit d'un livre sur l'écriture de l'histoire du monde. Comment est-ce qu'on écrit l'histoire du monde? Eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait quelques lectures d'enfance qui avaient énormément compté. Et alors évidemment, il ne faut pas céder à ce que Bourdieu, dont on parlait à l'instant, appelle l'illusion biographique rétrospective, c'est-à-dire qu'on a tous tendance à réécrire l'histoire de sa vie a posteriori, évidemment, mais il n'empêche qu'il y a quelques livres comme ça dont je parle, notamment un livre qui peut vous parler, c'est une collection en fait de livres rouges qui s'intitule toujours peut-être « La vie privée des hommes », dirigé par Pierre Miquel, et vous savez, c'était ces découpages de l'histoire universelle depuis la haute antiquité jusqu'à nos jours, et en fait c'était vraiment, j'ai lu et relu sans doute une trentaine de fois chaque volume, j'en avais une trentaine à la maison, et ça m'a donné envie de faire de l'histoire, d'écrire aussi, sans doute, mais d'abord de dessiner, parce que d'abord il y avait cette envie tout petit, microcosmique, de reproduire des mondes sur des feuilles A4. Et donc c'est vraiment dommage que Vincent Levire soit pas là, parce que oui. il retrouvera bien sûr dimanche, mais que lui aussi, finalement, pour lui, le dessin et l'écriture, mais je le dis en passant, sont indissociables dans sa vocation d'écrivain. Voilà, et donc cette collection, juste pour faire court, elle était, donc je commence à la découvrir sans doute vers 7-8 ans, et puis je la lis en très longtemps ensuite, et en fait elle me donne envie de découvrir cette histoire universelle, qui en fait c'est un modèle qui a inspiré notre manière d'apprendre l'histoire encore jusqu'à la fin du XXe siècle, et à structurer nos programmes scolaires, c'est-à-dire qu'en fait une histoire qui va commencer avec Babylone, la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce ancienne, puis Rome, Byzance, les grandes cités italiennes, etc., jusqu'à nos jours, c'est-à-dire jusqu'au grand siècle français, début 18e, le siècle de Victoria, 19e, etc. C'est-à-dire c'est une histoire universelle. C'est celle qu'on connaît en fait. Hein. C'est comme ça qu'on l'étudie encore à l'université, qui en fait se focalise sur un foyer de civilisation, d'accord, qui se déplace dans l'espace et dans le temps, et qui laisse de côté 98%
du passé, des femmes et des hommes du passé. Vous voyez, ça se passe comme ça, souvent autour du bassin méditerranéen, parce qu'en fait, il n'y a pas les grandes civilisations, par exemple asiatiques ou africaines, alors que c'est très paradoxal, la plus grande puissance du monde au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est l'empire des Qing, ensuite c'est l'empire moghol des Indiens. Bon, vous voyez, donc c'est même pas le critère de la puissance qui compte, c'est évidemment l'européocentrisme ou l'occidentalocentrisme. Bon. C'est-à-dire de faire de l'Europe le moteur de l'histoire, l'architecte du devenir du monde. Et donc, je dis cela parce que, au fond, c'est cette histoire universelle qui m'a fasciné et qui continue d'ailleurs de me fasciner, mais qui, a posteriori, quelques décennies plus tard, j'ai eu envie de la dénaturaliser avec bien d'autres chercheuses et chercheurs, en m'intéressant évidemment au reste, c'est-à-dire à ces 98% restants. Voilà. Je peux poursuivre, mais... Oui, alors, non, mais alors, au passage, ça peut peut-être faire transition, puisque vous avez partagé, c'est que les écrivains aujourd'hui, évidemment, les gens qui les publient, donc les écrivains en l'occurrence, peuvent aussi s'exprimer à travers, pour combien de temps on ne sait pas, mais des invitations à résidence dans des musées. Justement, tu as, et je recommande ce livre, pu travailler avec Orsay et surtout avec le Louvre sur justement ce reste caché dans le musée fantôme des civilisations perdues. Oui. En tout cas, dans de quoi l'histoire est-elle faite sinon du monde, vous retrouverez finalement là encore la genèse, pas simplement d'une vocation, mais la manière d'écrire différemment une inspiration qui, évidemment, et moi j'en ai été très touché, puisque de fait, dans ce livre, tu changes de style par rapport à... je ne dis pas que c'est la naissance d'un écrivain, ce serait de la mythologie, mais disons qu'il y a une façon, je suis très content d'avoir bien ne le fait pas, puisque tu t'es quand même un peu sorti de toi, jusqu'à, je me souviens parce que Pierre a aussi une fille qui s'appelle Lily, et je me souviens qu'elle a découvert, ce sera ma seule anecdote, dans sa conférence, comme quoi les parents et les enfants se transmettent des choses, mais pas toujours dans les situations attendues, que quand tu étais à l'école, à Bordeaux, parce que Pierre a grandi à Bordeaux en partie, hein, je le signale, donc il est chez le régional de l'État, au fond, eh bien, pas seulement du fait de ta couleur de peau, puisque tu as des origines pondichériennes, mais par ton nom de famille, Saint-Garavelou, on te stigmatisait sous le nom de... Alors, on ne me stigmatisait pas, c'est a posteriori que toi tu lis ça comme une stigmatisation, mais on me surnommait Singe Garage à vélo. Oh. Mais si vous voulez, mais tout le monde trouvait ça très rigolo et ça ne me gênait pas plus que ça à ce moment-là. Donc c'est intéressant de voir le. Mais bon, on pourra. Oui, mais ce que moi, là où j'en ai été très touché, c'est que Lily, ta fille, qui avait déjà 16 ans, elle ne connaissait pas cette anecdote. Donc ça veut dire que parfois le plus intime peut surgir, dans le plus extime, comme on dit pour prendre un mot un peu antonyme, hein, dans cette extériorisation de l'écriture, puisque comme il y avait 300 personnes, et puis ensuite une réappropriation vers une écriture de soi et des siens. Donc. Mais alors Maëlys, maintenant, parce que le temps part, alors Maëlys, je n'ai pas besoin de vous la présenter, puisque vous étiez avec elle tout à l'heure. Mais Maëlys, alors autant Léonore, je crois que la première fois que tu es venue à la Grâce, c'était pour un banquet de printemps, je dirais en 2014. Et donc tu es venu intervenir en 2022-2023, puis tu es réintervenu notamment pour une pièce de théâtre. Pierre, donc toi c'était en 2024, alors Maëlys, sa première venue c'était en 2011, n'est-ce pas? Donc c'était encore l'époque d'une jeune Maëlys, non pas qu'elle soit très âgée. C'est Cartnish Kennedy était déjà, on avait déjà plongé dans la mer, mais c'était juste après la naissance d'un pont, donc il y avait une sorte de rythme quand même médicéen d'une certaine façon, puisque c'était après le prix Médicis, donc c'était l'explosion du personnage Maëlys de Kerangal, mais c'était bien avant l'implosion de Réparer les Vivants, qui, comme vous le savez, en 2014 a crevé les écrans, c'est le cas de le dire. Et donc, tu es revenu régulièrement à la Grâce. Mais, comme l'a très justement dit Léonore, plutôt pour des lectures, des
des choses, on pourrait presque dire de manière un peu brutale, du SAV. C'est-à-dire, il y a des livres qui tournent, et puis... Hein. Alors évidemment, demander... Mais il n'y a pas de problème. Demander... Et là, c'est là où je reviens en symétrie dans des rencontres littéraires à un écrivain qui écrit déjà beaucoup et qui écrit quasiment un livre tous les 2 ans. C'est pas tous les 3 ans. Je sais pas. Une conférence originale, c'était un peu osé. Bon. Et donc, il se trouve que cette année, le thème, l'année dernière, c'était il y a 2 ans, c'était donc penser et regarder ailleurs. Le thème n'était pas extraordinairement clair et original. C'était penser et regarder. Regarder ailleurs. Ah oui, tu penses? C'est pas... Bon. Et donc, bon, bah là, c'est un peu un pari. Maëlys nous a offert quelque chose qui est devenu donc ce livre qui n'avait pas de titre pour le coup jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois de janvier, mais qui est la conférence dite et réécrite, mais dans une façon quand même très particulière, puisque vous verrez que dans la lentille et le roman, la romancière se détache de ces fameux blocs et paragraphes pour aller vers une écriture, on va dire, rythmique. Et j'aimerais que tu nous expliques, en fait, comment tu as interprété le regard et l'ailleurs pour en arriver à la lentille et le roman. Oui, alors déjà, d'accord. Je voudrais dire quelque chose, parce que en fait, ce que je trouve aussi bien, c'est que ces 3 livres sont quand même liés de mon point de vue, parce que la question de Pierre, c'est quand même la question, cette histoire de décentrer les regards et de regarder un ailleurs qui est pour nous souvent, enfin, dans ce foyer de civilisation qui a été primordial et qui a un peu exclu le reste, l'ailleurs est toujours un peu flou, un peu sans contour. Et de même, le livre de Léonore travaille aussi la question du regard et notamment de l'image via la peinture. Donc je trouve que c'est assez intéressant, parce que en fait, ces 3 livres sont liés quand même par cette question du regard. Moi, j'étais, comme l'a dit Léonore, peu coutumière. Enfin, c'est la seule conférence que j'ai donnée dans ma vie, au sens où effectivement on est plutôt dans des propos de conversation qui ne sont pas quand même forcément du SAV, Yann. Non, mais je précise, ou même des lectures où il y a quand même pas mal d'engagement, et dans ces conversations, si on veut qu'il y ait quelque chose qui soit un peu dit pour un peu s'impliquer, et un peu sortir justement de l'espèce de discours tout fait que peut provoquer les livres. Mais c'est vrai que proposer écrire un propos d'1 heure en conclusion, en plus d'un festival où beaucoup de gens se sont exprimés, moi je ne l'avais jamais fait, et c'était également assez impressionnant. Aussi, il y avait ce sujet que j'ai en fait attrapé par vraiment cette question du regard, en partant du fait finalement que je vois pas bien, j'ai pas mal de problèmes aux yeux, et qu'en fait j'ai fait ma vie sans lunettes. À partir de 10 ans, j'ai plus porté de lunettes, j'en reporte depuis 6 mois, mais sinon parce que vraiment là c'est trop difficile, mais sinon j'ai fait cette vie avec, en étant très myope d'un œil, plutôt hypermétrope de l'autre, donc quand même un peu tout le temps comme ça, astigmate des 2, presbyte, cataracte, strabisme convergent, enfin bon, ça fait beaucoup. Et tout ça, je me suis demandé si cette question du regard, elle n'avait pas, comment le fait de voir cette vue défectueuse, comment elle avait pu ou pas travailler finalement un certain rapport à la description notamment, enfin en tout cas comment ça avait pu entrer dans mon écriture, comment ça avait pu jouer dans cette écriture, et comment, la question du détail, de la description, etc. Et surtout d'un rapport au flou, à l'opacité, etc., qui est justement pas le roman comme élucidation, mais plutôt comme façon de pouvoir voir ce qui est justement trouble. Et je l'ai écrit
comme je l'ai dit, c'est-à-dire en fait en me faisant des retours-lignes pour pouvoir suivre ce propos alors que je le disais. Et quand il s'est agi de le convertir dans un livre, j'ai conservé cette formule qui apparaît en vers livre. Mais ce qui était intéressant, c'est que ce livre m'a donné aussi l'occasion de revisiter aussi mon travail. Ça fait qu'il y a des citations de 4 ou 5 de mes romans qui étayent un peu cette histoire de lentilles comme étant un espèce de bricolage qui m'a permis finalement d'écrire des romans. Voilà. Oui, mais alors du coup, pour le coup, le chemin, en effet, je te remercie d'avoir fait mon travail, que je ne fais pas, mais je peux en vacances aussi. Et donc, si, parce que de faire le lien entre... je suis ravi. Non, mais parce que l'ailleurs de Pierre et Pierre exactement. Parfait. Mais alors du coup, là, on aboutit à quelque chose qui, à chaque fois, vous a déplacé, toi, écrire une sorte d'égo-histoire sensible, et pas celle académique des HDR, c'est pas comment ça s'appelle, HDR, habilitation des recherches, c'est un peu le SAV des universitaires, HDR d'ailleurs, habilitation, c'est l'exercice. Ben ouais, Grégoire. Ben oui, tout à fait, Grégoire. Donc HDR, habilitation à diriger des recherches, c'est ce qui permet à un universitaire qui a déjà soutenu une thèse, c'est ce qui a remplacé la thèse d'État, de devenir professeur s'il arrive à trouver un poste, une professeuse. Et donc ça s'appelle HDR, effectivement c'est un peu... Oui, c'est une forme de SAV, hein, quelque part, non? Parce que souvent... Ah oui, parce que dans la HDR, souvent il y a une partie des publications, il y a des publications originales, mais il y a surtout un exercice en tête, dont Grégoire vous reparlera, et qui l'intéresse beaucoup, c'est l'égo-histoire, où on est justement censé transformer la réflexivité en exercice académique. Bon. Donc Léonore, finalement, tu as retrouvé le chemin des tiens à travers... Bon, et cette histoire de concordance, et effectivement, je crois que c'est quand même la première fois que Maëlys nous livre son art poétique. Parce que cette idée, c'est sur la 4e de couverture, je devrais porter des lentilles optiques, des lentilles de contact, à la place j'écris des romans, c'est pareil. Or, je ne suis pas tout à fait sûr que ton public ait tout à fait l'idée de cette myopie mélangée d'astigmatie, enfin à peu près tout ce que, un peu de presbytie aussi, à peu près tout, quoi. Voilà. Bon. Et donc du coup, ça devient non pas une égo-histoire, mais une égo-analyse, puisque tu viens de le rappeler, il y a des textes, il y a à peu près d'ailleurs tous les grands textes, il y a des extraits des romans en plus qui sont très liés à cette affaire de décrire. Parce que moi j'aime beaucoup la description, c'est un soubassement important de mon travail, et c'est vrai que un soubassement est aussi une façon d'activer l'histoire. Et c'est vrai que j'ai repéré dans mes livres des moments où il était question de focale. Et en fait, c'est comme une petite optique littéraire plutôt que comme un art poétique. C'est vraiment comment ça marche l'optique dans mes livres, et surtout combien c'est important. Et je pense que c'est d'autant plus important que je suis assez défaillante sur ce plan-là. Alors, c'est d'autant plus fort que c'est une façon assez originale. Et c'est pour ça que je tiens comme au terme d'art poétique, parce que c'est cette idée du flou à la focale. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée de mise au point, en fait, si on veut continuer. De comment on fait le point ou qu'on ne le fait pas, justement. On joue sur... Il vaut mieux pas le faire, parce qu'il vaut mieux conserver les lignes plutôt que tout le temps. Oui, mais parfois il y a quand même de la description dense, comme dirait Clifford Geertz, n'est-ce pas? L'anthropologue de Bali. Tu me donnes la parole? Mais prenez la parole. Moi je ne sais pas, moi. Non, alors moi j'aimerais prolonger quand même la proposition de Maëlys sur le fil à tirer entre ces trois petits livres. En fait, Maëlys écrit que le roman est une discipline optique. Et en fait, l'histoire est tout autant une discipline optique. Et donc, quand tu écris qu'il s'agit de dégrossir le monde, de détailler le monde, ouais. Ces deux expressions qui me parlent directement, parce que, en fait, l'histoire est une affaire de point de vue, une affaire de perspective. Et c'est
c'est aussi une affaire d'échelle. Et donc ce petit livre vise aussi à démontrer qu'au fond, même si vous ne vous intéressez pas à l'histoire du monde, parce qu'en fait, ça peut paraître abstrait l'histoire du monde, qui s'intéresse au monde en général, en fait, ça n'a pas grand sens. En fait, le sens de cet ouvrage et de cette démarche, c'est de dire que toutes nos histoires ne sont que des fragments d'histoire. C'est-à-dire que l'histoire de Contis, l'histoire des Landes, l'histoire de Bordeaux, de l'Aquitaine maintenant, de la Nouvelle-Aquitaine, l'histoire du surf, parce que c'est pas seulement des histoires de localités et de régions, ce sont des histoires d'objets, de plats, de spécialités culinaires, des histoires de personnages, de femmes et d'hommes, etc. Au fond, toutes ces histoires, quelles que soient les échelles et les objets concernés, ne sont que des fragments d'histoire. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut les comprendre, véritablement les comprendre, c'est-à-dire leur donner du sens, qu'en le resituant dans un contexte plus large, d'où la question des focales. Et donc, évidemment, que la plus petite échelle, quelle est-elle? C'est l'échelle planétaire. Voilà. Et c'est en cela que, alors je ne suis pas du tout le premier à le dire, Fernand Braudel... oui, c'est une histoire de fraction, parce qu'on dit toujours, vous savez, c'est comme long feu, pas long feu, on dit toujours, hein. Et faire long feu, c'est justement que ça rapide. On dit pas long feu, parce que petite et grande échelle, c'est pareil. Petite échelle, ça ne veut pas dire dans le détail, ça veut dire Google Maps. C'est ça. Et quand vous regardez la top 25 de randonnée, c'est grande échelle. Ça, vous voyez, c'est l'explication de Normalien Cloutier qui a fait beaucoup de géographie. C'est pas ça. Ah non, mais c'est un peu de mathématiques. Je crois que les fractions, on apprend ça en CM1. Et les Cloutiers sont très nombreux dans cette salle. Les fractions? Bah si, au moins. En CE2 même, je dirais. CM1, bah, on est d'accord. Ah oui, les fractions. Oui. Bon, bref. Donc tout ça pour dire qu'en fait, cette échelle du monde, au fond, vous comprenez que ce n'est pas l'échelle idéale, mais en tout cas, elle est indispensable pour mieux comprendre toutes nos histoires. Exactement. Donc de quoi l'histoire est-elle faite, sinon du monde? Et je laisserai la parole pour finir à Léonore, puisque vous pouvez les retrouver évidemment pour les rencontrer plus directement, mais à moins que vous ayez bien entendu des questions à leur poser, mais comme on a commencé un peu en retard, qu'on doit enchaîner à 14h, et qu'il est déjà 13h, et qu'il faut en plus peut-être que vous mangiez, je propose qu'on laisse le mot de la fin à Léonore. Alors pour essayer de rebrancher, de continuer dans ce fil, ce que je trouve intéressant, enfin moi ce qui m'intéresse dans tous ces livres-là, c'est que justement c'est un moment de réflexion d'auteur ou d'historien qu'on a rarement. Parce qu'on a été obligé par ces conférences à réfléchir à quelque chose sur un sujet. Et on le voit écrit, on le lit. Pas seulement on l'entend, mais il y a quelque chose de nous qui se révèle, je trouve, dans chacun de nos livres, sur la manière dont on regarde, sur la manière dont on écrit, sur la manière dont on a été... un traumatisme nous est révélé, sur le travail que fait Laure. C'est une sorte de réduction d'une pensée à un certain moment dans un livre bref. Et je suis sûre, et on l'a vu tout de suite avec le livre de Laure Murat qui a extrêmement bien marché, et je trouve que c'est très intéressant, parce que ce ne sont pas des livres très larges, on n'a pas passé des années à les écrire, mais à un moment on s'est posé, et on s'est posé une question simple, qui était liée à une thématique, mais néanmoins là, je pense que pour les lecteurs, c'est un moment assez rare d'avoir ces réflexions-là de notre part. Moi, depuis ce livre-là, je n'ai pas refait cet exercice. Je vais écrire des romans, je vais éventuellement écrire des pièces de théâtre, je vais continuer dans ma discipline, dans mon art, mais de réfléchir à un moment donné sur ça et que ce soit publié, ça arrive rarement. Donc je vous conseille vivement d'acheter les 4 livres. On va manger. On va vous les restez ici. On pourrait presque dire de manière un peu brutale du SAV. C'est-à-dire, il y a des livres qui tournent, et puis... Hein. Alors évidemment, demandez... Mais il n'y a pas de problème. Demandez. Et là, c'est là où je reviens en symétrie dans des rencontres littéraires à un écrivain qui écrit déjà
jamais beaucoup et qui écrit quasiment un livre tous les 2 ans, n'est-ce pas? Tous les 3 ans. Je sais pas. D'accord. Une conférence originale, c'était un peu osé. Bon. Et donc, il se trouve que cette année, le thème, l'année dernière, c'était il y a 2 ans, c'était donc penser et regarder ailleurs. Le thème n'était pas extraordinairement clair et original. C'était penser Et regarder. Regarder ailleurs. Ah oui, tu penses? C'est pas... Bon. Et donc, bon, bah là, c'est un peu un pari. Maëlys nous a offert quelque chose qui est devenu donc ce livre qui n'avait pas de titre pour le coup jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois de janvier, mais qui est la conférence dite et réécrite, mais dans une façon quand même très particulière, puisque vous verrez que dans la lentille et le roman, la romancière se détache de ces fameux blocs et paragraphes pour aller vers une écriture, on va dire, rythmique. Et j'aimerais que tu nous expliques, en fait, comment tu as interprété le regard et l'ailleurs pour en arriver à la lentille et le roman. Oui, alors déjà, d'accord. Je voudrais dire quelque chose, parce que en fait, ce que je trouve aussi bien, c'est que ces 3 livres sont quand même liés de mon point de vue, parce que la question de Pierre, c'est quand même la question, cette histoire de décentrer les regards et de regarder un ailleurs qui est pour nous souvent, enfin, dans ce foyer de civilisation qui a été primordial et qui a un peu exclu le reste, l'ailleurs est toujours un peu flou, un peu sans contour. Et de même, le livre de Léonore travaille aussi la question du regard et notamment de l'image via la peinture. Donc je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'en fait ces 3 livres sont liés quand même par cette question du regard. Moi, j'étais, comme l'a dit Léonore, peu coutumière. Enfin, c'est la seule conférence que j'ai donnée dans ma vie, au sens où effectivement on est plutôt dans des propos de conversation qui ne sont pas quand même forcément du SAV, Yann. Non, mais je précise, ou même des lectures où il y a quand même pas mal d'engagement, et dans ces conversations, si on veut qu'il y ait quelque chose qui soit un peu dit, ou un peu s'impliquer, et un peu sortir justement de l'espèce de discours tout fait que peut provoquer les livres. Mais c'est vrai que proposer écrire un propos d'1 heure en conclusion, en plus d'un festival où beaucoup de gens se sont exprimés, moi je ne l'avais jamais fait, et c'était également assez impressionnant. Aussi, il y avait ce sujet que j'ai en fait attrapé par vraiment cette question du regard, en partant du fait finalement que je vois pas bien, j'ai pas mal de problèmes aux yeux, et qu'en fait j'ai fait ma vie sans lunettes. À partir de 10 ans, j'ai plus porté de lunettes, j'en reporte depuis 6 mois, mais sinon parce que vraiment là c'est trop difficile, mais sinon j'ai fait cette vie en étant très myope d'un œil, plutôt hypermétrope de l'autre, donc quand même un peu tout le temps comme ça, astigmate des 2, presbyte avec cataracte, strabisme convergent, enfin bon, ça fait beaucoup. Et tout ça, je me suis demandé si cette question du regard, elle n'avait pas comment le fait de voir cette vue défectueuse, comment elle avait pu ou pas travailler finalement un certain rapport à la description notamment, enfin en tout cas comment ça avait pu entrer dans mon écriture, comment ça avait pu jouer dans cette écriture, et comment la question du détail, de la description, etc. Et surtout d'un rapport au flou, à l'opacité, etc., qui est justement pas le roman comme élucidation, mais plutôt comme façon de pouvoir voir ce qui est justement trouble. Et je l'ai écrit comme je l'ai dit, c'est-à-dire en fait en me faisant des retours-lignes pour pouvoir suivre ce propos alors que je le disais. Et quand il s'est agi de le convertir dans un livre, j'ai conservé cette formule qui apparaît en vers livre,
Mais ce qui était intéressant, c'est que ce livre m'a donné aussi l'occasion de revisiter aussi mon travail. Ce fait qu'il y a des citations de 4 ou 5 de mes romans qui étayent un peu cette histoire de lentilles comme étant un espèce de bricolage qui m'a permis finalement d'écrire des romans. Voilà. Oui, mais alors du coup, pour le coup, le chemin, en effet, je te remercie d'avoir fait mon travail, que je ne fais pas, mais je peux en vacances aussi. Et donc, bah si, parce que de faire le lien entre... je suis ravi. Non, mais parce que l'ailleurs de Pierre, et puis exactement. Parfait. Mais alors du coup, là, on aboutit à quelque chose qui, à chaque fois, vous a déplacé, toi, écrire une sorte d'égo-histoire sensible, et pas celle académique des HDR, c'est pas comme vous savez, habilitation des recherches, c'est un peu le SAV des universitaires, HDR d'ailleurs, un peu habilitation. C'est un exercice. Ben ouais, Grégoire. Ben oui, tout à fait, Grégoire. Donc HDR, habilitation à diriger des recherches, c'est ce qui permet à un universitaire qui a déjà soutenu une thèse, c'est ce qui a remplacé la thèse d'État, de devenir professeur s'il arrive à trouver un poste, une professeuse. Et donc ça s'appelle HDR, effectivement c'est un peu... Oui, c'est une forme de SAV, hein, quelque part, non? Parce que souvent... Ah oui, parce que dans la HDR, souvent il y a une partie des publications, il y a des publications originales, mais il y a surtout un exercice en tête, dont Grégoire vous reparlera, et qui l'intéresse beaucoup, c'est l'égo-histoire, où on est justement censé transformer la réflexivité en exercice académique. Bon. Donc Léonore, finalement, tu as retrouvé le chemin des tiens à travers et cette histoire de concordance. Et effectivement, je crois que c'est quand même la première fois que Maëlys nous livre son art poétique. Parce que cette idée, c'est sur la 4e de couverture, je devrais porter des lentilles optiques, des lentilles de contact, à la place j'écris des romans, c'est pareil. Or, je ne suis pas tout à fait sûr que ton public ait tout à fait l'idée de cette myopie mélangée de l'astigmatie, enfin à peu près tout ce que, un peu de presbytie aussi, à peu près tout, quoi. Voilà. Bon. Et donc du coup, ça devient non pas une égo-histoire, mais une égo-analyse, puisque tu viens de le rappeler, il y a des textes, il y a à peu près d'ailleurs tous les grands textes, il y a des extraits des romans qui sont très liés à cette affaire de décrire. Parce que moi j'aime beaucoup la description, c'est un soubassement important de mon travail, et c'est vrai que un soubassement est aussi une façon d'activer l'histoire. Et c'est vrai que j'ai repéré dans mes livres des moments où il était question de focale, et en fait c'est comme une petite optique littéraire plutôt que comme un art poétique. C'est vraiment comment ça marche l'optique dans mes livres, et surtout combien c'est important. Et je pense que c'est d'autant plus important que je suis assez défaillante sur ce plan-là. Alors, c'est d'autant plus fort que c'est une façon assez originale. Et c'est pour ça que je tiens comme au terme d'art poétique, parce que c'est cette idée du flou à la focale. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée de mise au point, en fait, si on veut continuer. De comment on fait le point ou qu'on ne le fait pas, justement. On joue sur... Il vaut mieux pas le faire, parce qu'il vaut mieux conserver les lignes plutôt que tout le temps. Oui, mais parfois il y a quand même de la description dense, comme dirait Clifford Geertz, n'est-ce pas? L'anthropologue de Bali. Tu me donnes la parole? Oui. Mais prenons la parole. Moi je ne sais pas, moi. Non, alors moi j'aimerais prolonger quand même la proposition de Maëlys sur le fil à tirer entre ces trois petits livres. En fait, Maëlys écrit que le roman est une discipline optique. Et en fait, l'histoire est tout autant une discipline optique. Et donc, quand tu écris qu'il s'agit de dégrossir le monde, de détailler le monde, ouais. Ces deux expressions qui me parlent directement, parce que, en fait, l'histoire est une affaire de point de vue, une affaire de perspective. Et c'est aussi une affaire d'échelle. Et donc ce petit livre vise aussi à démontrer qu'au fond, même si vous ne vous intéressez pas à l'histoire du monde, parce qu'en fait, ça peut paraître abstrait l'histoire du monde, qui s'intéresse au monde en général, en fait, ça n'a pas grand sens.
En fait, le sens de cet ouvrage et de cette démarche, c'est de dire que toutes nos histoires ne sont que des fragments d'histoire. C'est-à-dire que l'histoire de Contis, l'histoire des Landes, l'histoire de Bordeaux, de l'Aquitaine maintenant, de la Nouvelle-Aquitaine, l'histoire du surf, parce que c'est pas seulement des histoires de localités, de régions, ce sont des histoires d'objets, de plats, de spécialités culinaires, des histoires de personnages, de femmes et d'hommes, etc. Au fond, toutes ces histoires, quelles que soient les échelles et les objets concernés, ne sont que des fragments d'histoire. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut les comprendre, véritablement les comprendre, c'est-à-dire leur donner du sens, qu'en le resituant dans un contexte plus large, d'où la question des focales. Et donc, évidemment, que la plus petite échelle, quelle est-elle? C'est l'échelle planétaire. Voilà. Et c'est en cela que, alors je ne suis pas du tout le premier à le dire, Fernand Braudel... oui, c'est une histoire de fraction, parce qu'on dit toujours, vous savez, c'est comme long feu, pas long feu, on dit toujours, hein. Et faire long feu, c'est justement que ça rapide. On dit pas long feu, parce que petite et grande échelle, c'est pareil. Petite échelle, ça ne veut pas dire dans le détail, ça veut dire Google Maps. C'est ça. Et quand vous regardez la top 25 de randonnée, c'est grande échelle. Ça, vous voyez, c'est une question de Normalien Cloutier qui a fait beaucoup de géographie. C'est pas ça. Ah non, mais c'est un peu de mathématiques. Je crois que les fractions, on apprend ça en CM1. Et les Cloutiers sont très nombreux dans cette salle. Les fractions? Bah si, au moins. En CE2 même, je dirais. CM1, parce que on est d'accord. Ah oui, les fractions. Bon, bref. Donc tout ça pour dire qu'en fait, cette échelle du monde, au fond, vous comprenez que ce n'est pas l'échelle idéale, mais en tout cas, elle est indispensable pour mieux comprendre toutes nos histoires. Exactement. Donc de quoi l'histoire est-elle faite, sinon du monde? Et je laisserai la parole pour finir à Léonore, puisque vous pouvez les retrouver évidemment pour les rencontrer plus directement, mais à moins que vous ayez bien entendu des questions à leur poser, mais comme on a commencé un peu en retard, qu'on doit enchaîner à 14h, et qu'il est déjà 13h, et qu'il faut en plus peut-être que vous mangiez, je propose qu'on laisse le mot de la fin à Léonore. Alors pour essayer de rebrancher, de continuer dans ce fil, ce que je trouve intéressant, enfin moi ce qui m'intéresse dans tous ces livres là, c'est que justement c'est un moment de réflexion d'auteur ou d'historien qu'on a rarement. Parce qu'on a été obligé par ces conférences à réfléchir à quelque chose sur un sujet. Et on le voit écrit, on le lit. Pas seulement on l'entend, mais il y a quelque chose de nous qui se révèle, je trouve, dans chacun de nos livres, sur la manière dont on regarde, sur la manière dont on écrit, sur la manière dont on a été... un traumatisme nous est révélé, sur le travail que fait Laure. C'est une sorte de réduction d'une pensée à un certain moment dans un livre bref. Et je suis sûre, et on l'a vu tout de suite avec le livre de Laure Murat qui a extrêmement bien marché, et je trouve que c'est très intéressant, parce que ce ne sont pas des livres très larges, on n'a pas passé des années à les écrire, mais à un moment on s'est posé, et on s'est posé une question simple, qui était liée à une thématique, mais néanmoins là, je pense que pour les lecteurs, c'est un moment assez rare d'avoir ces réflexions-là de notre part. Moi, depuis ce livre-là, je n'ai pas refait cet exercice. Je vais écrire des romans, je vais éventuellement écrire des pièces de théâtre, je vais continuer dans ma discipline, dans mon art, mais de réfléchir à un moment donné sur ça et que ce soit publié, ça arrive rarement. Donc je vous conseille vivement d'acheter les 4 livres.